recevons aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle. Vous êtes le premier, c'est vous qui allez passer à la casserole. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec moi, pour présenter cette émission, Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Bonjour Jean-Luc Mélenchon, Moi, vous je êtes suis donc... venu parce qu'on m'a dit qu'on mangeait. Hein. Je suis On très va gourmand, manger, ne vous inquiétez pas. Vous êtes pas donc pour seulement parler. Hein. candidat à la France insoumise à l'élection présidentielle de 2022. C'est votre troisième tentative. Comme François Mitterrand ou Jacques Chirac, vous espérez que ce soit la bonne. Alors pour l'heure, vous êtes un habitué des 4e places, mais comme François Hollande, vous croyez au trou de souris. Car aujourd'hui, vous partez seul, sans le Parti communiste ou l'ensemble de la gauche, en misant sur le peuple, ce que vous avez appelé l'Union populaire. À la gauche de la gauche, vous êtes antilibéral, anticapitaliste, anti-élite. Vous revendiquez l'humain d'abord et vous plaidez pour un meilleur partage des richesses et une 6e République avec une assemblée constituante. Contre le productivisme, vous défendez l'agriculture biologique et revendiquez volontiers une alimentation responsable qui se trouve jusque dans le menu du jour, Jean-Pierre. Exactement Brigitte, avec au menu du poisson, un lieu noir avec un gratin mixte de pommes de terre butternut, un des légumes de saison, et en dessert une salade de clémentine à la fleur d'oranger. Vous êtes le candidat Jean-Luc Mélenchon qui a à ce jour le programme le plus abouti en matière d'alimentation et d'agriculture. Nous avons passé vos mesures sur le grill. C'est notre nouvelle rubrique dans cette émission. Dans les pieds dans le plat, comme Jean-Luc Mélenchon, les Français raffolent du quinoa au point que cette petite graine est aujourd'hui produite en France aux grandes dames des petits paysans andins. Allez, on passe à table. Tout de suite, cuisine et confidence. Jean-Luc Mélenchon, vous le savez mieux quiconque, dans une campagne, le diable se niche dans les détails. Et l'assiette. Gourmet que vous êtes, vous auriez pu céder à la tentation à quelques jours de Noël en optant pour un repas de fête, foie gras, entrecôte argentine au mori, mais vous avez anticipé le tollé. Gavage des canards, traces carbone faramineux, suspicion d'OGM, bref, l'affronte des anti-viandes, des véganes au nom du bien-être animal, des écolos, sans parler de la classe ouvrière outrée par ce menu bling-bling, sans parler des éditorialistes La politiques. classe ouvrière, elle aime bien manger aussi. Hein. Oui, garantie. Hein. Qui n'aurait pas manqué de relever ce faux pas du candidat. Mais en vieux briscard de la politique, bien sûr, vous n'êtes pas tombé dans ce piège. Votre menu a-t-il été supervisé par vos communicants? J'en sais rien. On peut se poser la question, car c'est un sans faute. Brigitte, du lieu noir, le poisson du pauvre, bon marché, et j'ai vérifié, il figure bien dans la liste verte des poissons durables qui se consomment toute l'année sans vider nos océans. En accompagnement des légumes de saison, pardi, un pomme de terre, butternut, que vous auriez pu même vous-même ramasser à la ferme urbaine du coin. Alors, ce n'est peut-être pas ce que vous préférez voir dans votre assiette, mais au moins, vous ne pourrez pas nous accuser à PAT d'avoir plombé votre candidature. Bon, alors, il paraît que c'est confidence, là, le chapitre. Moi, je suis gourmand, tout le monde le sait, et en abuse. Quand je descends la rue du marché de Noailles, à Marseille, c'est terrifiant. Tout le long, ils savent que je suis gourmand, donc tout le monde me donne quelque chose à manger, et je sais pas Gourmand dire salé ou gourmand sucré? Alors là, le marché commence sucré pour moi, et quand j'arrive en bas... C'est salé, c'est à l'envers. Commencez par le dessert. Quand j'arrive en bas, il y a la pizza. Et alors, il y a une pizza à mourir qui est là, c'est la meilleure du monde, certainement. Ah bah les pizzas marseillaises sont bonnes. Et celle-là, Et là, vous craquez. Oui, je craque tout le long, donc j'essaye même plus de résister. Mais donc ça, je c'est un suis plat gourmand, gourmand. ce qui est pas bon du tout pour faire campagne. Parce que pour moi, il y a un rapport entre le poids que je dois peser, le nombre d'heures de sommeil dont j'ai besoin pour me reconstruire. Et donc là, c'est pas ça, quoi. Au bout de... Là, ça fait déjà 1 an que je suis en campagne, donc les dégâts sont là, quoi. Mais du coup, là, c'est un plat light que vous nous avez demandé. C'est un plat de campagne, c'est ça? Non, parce que ça va être bien, ça va être sérieux. Le reste du temps, moi, je n'importe comment, sur un coin de table, c'est pas toujours chaud. Ça y va beaucoup à la commande, pratiquement rien qui est fait nous-mêmes. Alors, mes malheureux collaborateurs qui vivent la vie de chien qui est la mienne, mais... ils sont réduits au même régime. Alors, il non, paraît ça va être bien, ça. produits carnés. Oui, bah, c'est pour ça que vous nous avez demandé du poisson? Non, c'est parce qu'on a réfléchi, évidemment. On vient... c'est pas des communicants, ça me fait marrer d'entendre ça, parce qu'ils vont être contents. Il y a en effet une équipe de communication, bien sûr, qui est une équipe de militants. Moi, je ne fonctionne qu'avec des militants. Je ne crois pas à la prestation. Je ne suis pas vendable comme une savonnette. Donc, je préfère avoir des militants qui sont des communicants. Ouais,
Oui, et puis surtout, si vous voulez, qui arrive à tirer des leçons des campagnes des autres. On regarde beaucoup ce que font les autres, comment ils s'y prennent, ça. Merde, je me suis perdu en route. Du coup, c'est un menu politique, non? Vous nous avez demandé. Oui, je dis, il faut que j'ai quelque chose, puis ça va être vu, on va faire une vidéo. Donc il faut que je puisse dire certaines choses qui, moi, me paraissent très importantes. Alors, est-ce que vous pouvez le et goûter qui sont dans l'assiette. pour nous dire si vous le trouvez bon, déjà, ce lieu. C'est un lieu noir, donc. J'ai mangé de ça beaucoup quand j'étais gamin, parce que au début, j'ai vécu en Normandie pendant un temps, après qu'on ait été rapatriés. Et le poisson était très souvent présent sur la table. À l'époque, il y avait moins de viande que maintenant, pour toutes les raisons que vous connaissez peut-être. C'est qu'à l'époque, la viande n'était pas un sous-produit. Aujourd'hui, la viande qui se vend pour l'essentiel, c'est la viande qui vient des vaches élevées en batterie, là, et à la fin du cycle de vie de ces bêtes, on vend la viande. Alors ça fait, on appelle ça la viande grise. Mais à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça se mangeait pas tant que ça. Alors c'était plutôt le poisson. Pour ce poisson populaire, moi je trouve qu'il est bon, Brigitte. Hein. Écoutez, il est très bon. Parlez-nous du lieu noir, peut-être. Bien sûr, Trois Brigitte. choses à savoir. Trois choses à savoir sur le lieu. Écoutez, il y a eu des grèves des ouvriers dans la région de Nantes qui en avaient marre qu'on leur fasse manger du saumon. Ah oui. Donc le saumon était la nourriture populaire, il y en avait plein la rivière, donc on mangeait ça, encore du saumon, encore. La nourriture populaire a toujours été, comment vous dire, quelque chose qui ensuite devient une nourriture bobo et ensuite une nourriture de riche. Regardez la bouillabaisse. Aujourd'hui, c'est un repas de riche. Parce qu'il faut mettre Alors, c'est les restes de poissons, c'est des mélanges. Oui, il faut des poissons de roche, etc. La paella, c'est à peu près pareil. C'est du riz avec tout ce qui traîne. Ça reste un plat populaire. Restons sur notre lieu, monsieur Mélenchon. Il y a trois choses à nous dire sur le lieu. Parce que, attention à ne pas le confondre, le lieu noir et le lieu jaune. Il s'agit de deux espèces proches, mais néanmoins différentes. Vérifiez bien chez votre poissonnier que la dénomination lieu est bien accompagnée de l'adjectif noir ou jaune. Foutez la paix à votre poissonnier. Deuxième chose, monsieur Mélenchon, comment bien le choisir? Il doit être ferme et brillant. En filet, la chair de ce poisson doit présenter une teinte rouge vineux avec deux zones un peu de brun foncé. Enfin, 3, c'est un poisson, ça tombe bien pour votre campagne, peu calorique, parfait pour les régimes, gorgé de protéines, de vitamines, B12 notamment, et d'oligo-éléments. Doté d'une chair très délicate, il ne supporte pas une cuisson excessive. Attention quand vous êtes au fourneau. Tout terrain, il peut se préparer braisé, au four, grillé, poché ou à la vapeur. Formidable, non? Il vous plaît? C'est bon? Oui, c'est très bon. Bon. Mais ce que je voulais vous dire, quand on met le poisson là... Moi, j'ai voulu le poisson, il y avait plein de choses qui étaient impossibles. Parce que sur le poisson, il s'est passé un phénomène énorme, inaperçu. Je vais vous le dire, mais retenez bien votre souffle. Vous vous rappelez de vos cours d'histoire, le grand événement, c'est le néolithique, d'accord? 5000 ans avant l'ère commune, ouais. Le grand événement, c'est à ce moment-là, parce qu'on passe à l'élevage. Et puis, à l'agriculture. Donc, fini l'ère des cueillettes, plus ou moins organisée, fini l'ère des chasses, plus ou moins, bon, révolution totale. Du coup, comme, je vais pas faire l'histoire de cette époque-là, mais bref, le passage du sauvage au domestique, vous êtes d'accord pour dire, ça a été un moment clé. De toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord, c'était un moment clé. C'était un moment clé. Bon. Eh bien là, nous avons vécu un autre moment clé qui nous est passé sous le nez. En 2013, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a mangé plus de poissons d'élevage que de poissons sauvages. C'est-à-dire qu'on est passé de la cueillette à la domestication. Ça, c'est un événement énorme. Alors, du 2013. Coup, on est la mer, 2013. Et on n'est pas, l'inverse n'est pas revenu. On est toujours dans cette tendance. Parce que d'abord, les stocks ont baissé. Et pour nous, je sais pas comment ça s'est trouvé que mes amis étaient les uns les autres poissons-fils. D'accord, qui s'intéressent aux poissons. Honnêtement, moi, à part les poissons rouges que j'ai eu un temps dans un... Mais vous contestez ça, parce que ça évite la surpêche aussi, parce qu'aujourd'hui, on fait très attention. Ah ben oui, non, il y a des quotas, il faut faire... Oui, bien sûr. Il y a certains poissons qu'on comme ça peut qu'on a ou pas sauvé manger. le thon rouge de la Méditerranée, qui était en train de disparaître. Bon, on a fait ça... C'est bien reconstitué, d'ailleurs. Ouais. Ça a été assez efficace comme procédé ce moratoire. Ouais. Ben, ça prouve qu'on peut. Oui, on peut. Vous, ces quotas européens Les quotas européens, ils avaient intérêt à avoir des quotas, parce que sinon, il n'y a plus de poissons. Alors donc, c'est le fait qu'ils soient européens, c'est pas pour moi... Vous savez, les gens qui pêchent aujourd'hui, ils vous diront, il n'y a pas de produit qui est plus suivi que la pêche. Chaque poisson, chaque bateau, chaque filet, chaque... Oui, il faut les remettre à la mer, parfois, d'ailleurs. Bah oui, mais c'est ça qui est pas... Vous savez, il faudrait s'en tenir à l'adage des pêcheurs, qui est de dire, il faut trier sur le fond et pas sur le pont. Parce qu'une fois qu'ils sont sur le pont, c'est fini, tout le monde est mort. Donc on fait de la farine animale pour filer à manger à des poissons d'élevage.
d'élevage, de la farine avec des poissons. Non, tout ça est absurde. Si vous voulez, c'est la folie de l'actuelle agriculture, l'actuel mode d'exploitation du rapport à la nature apparaît là aussi une fois de plus, et ça montre que ce système est condamné à mort. Vous mangez plus de viande, vous, puisque vous nous avez demandé du poisson? Je ne suis pas capable. Il y a un nom pour ça. Alors, de temps à autre, je fais des grandes crises. Je ne mange pas de viande parce que c'est un scandale. Et puis, mais après... Mais c'est pour des raisons écologiques ou de bien-être animal? Non, mais monsieur est en train de dire qu'il en mange un peu quand même, non? Oui, oui. Voilà. Mais pour des raisons écologiques ou de bien-être animal que vous avez... non, je ne dis pas aux gens, n'en mangez pas du tout. Enfin, d'abord, de toute façon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Bon, mais moi j'en mange parce que... Mais alors il faut que ça soit, si vous voulez, des choses de vraiment qui vaillent la peine, quoi. De bonne qualité, c'est ça? Mais ouais. Donc cher aussi. Bah ouais. Oui, ouais. Mais occasionnellement. Ouais. Non, mais attendez, moi j'ai les moyens. C'est pas parce que j'ai les moyens que je peux pas parler pour les autres. Et ma morale, c'est pas profite et tais-toi. Hein. Donc je peux vous parler de gens qui sont assez riches, je vous dirai pas lesquels, et qui sont insoumis, qui sont pour foutre par terre ce système. Alors vous, quand vous allez au marché, qu'est-ce que vous achetez? Non, j'y vais pas, je raconte pas d'histoire. Vous allez pas au marché? Pourtant, j'ai le meilleur marché du monde à côté de chez moi, c'est le marché Saint-Quentin. Alors j'y vais pour acheter des fleurs fraîches, parce que je suis en fou de fleurs fraîches. Et puis le fromage, parce que alors ça c'est la damnation garantie, mais que voulez-vous, je suis un pauvre pêcheur. Mais on n'a pas bien compris si vous aimiez. On n'a pas bien compris si vous aimiez cuisiner. Sans arrêt. Ah non, je voulais savoir si vous aimiez cuisiner. Donc ça, si vous aimez cuisiner, vous allez au marché. Si vous n'aimez pas cuisiner, on comprend pourquoi vous n'allez pas au marché. Je sais rien faire, j'ai été élevé. Je sais faire des choses de survie, si vous voulez. Hein. Ça, je sais me faire des pâtes, ça tombe bien, c'est ce que je préfère. Ou des grosses omelettes kilométriques avec toutes sortes de choses dedans, mais ça va pas plus loin, c'est pas de la cuisine. C'est de la cuisine. Vous allez souvent au restaurant, vous commandez par des plateformes? Oui, d'abord, racontons pas d'histoire, il faut savoir quelle vie on a. On passe notre vie au restaurant. La récompense, c'est de pas aller au restaurant. Il y en a pour qui la récompense, c'est d'aller au restaurant. Moi, c'est l'inverse. Quand enfin, je peux manger des choses simples. Qu'on va me fiche la paix avec une liste longue comme ça. Moi, je suis avec mes trucs, là, je suis content. Alors, des fois, c'est le bon repas de famille. Alors là, ça va être plutôt en présence de ma fille, parce que les jurassiennes, donc elle sait ce qui est bon. Qu'est-ce qu'on mange alors à un repas de famille chez vous? Ah, les grands moments, on va manger du lavaret. Du lavaret, c'est un poisson qu'on pêche dans le lac de Chalin. C'est un poisson des poissons d'eau douce, ouais. Génial. Et puis, on va mettre des petites crevettes qu'il y a par là-bas. Des crevettes dans les Vosges? Et puis après, on se fait une jolie sauce au vin jaune. Alors là, on meurt là. Là, c'est le... Voilà. Et puis le vin jaune, vous allez le garder. Vous l'aurez bien laissé s'aérer et s'oxyder. Il ne faut pas manger avec n'importe qui. Hein, parce que vous avez des gens, ils arrivent, ils prennent le verre de vin jaune, ils disent « Oh, c'est pittoresque. » Ils rentrent chez toi. C'est pas pittoresque. Vous êtes un peu contradictoire. Vous aimez quand même, quand vous en parlez comme ça, on a... Voilà, c'est parce que je ne sais pas faire la cuisine, que j'aime pas la cuisine des autres. Que vous aimez ça, quoi. Et alors après, il y aura les morilles qui vont arriver, soit avec bon, il y aura les morilles. Moi, j'ai une tâche de morille. Ça, c'est votre petit péché mignon, un peu la morille, c'est ça? La morille, c'est-à-dire que j'ai une relation particulière, vu que j'ai une tâche de morille, que je ne vous dirai pas. Parce que dire les tâches de champignons, c'est secret. On les dit quand on meurt à son héritier dans l'oreille. On dit où elle est. Donc, le moment venu, je dirai où est ma tâche de morille, mais d'ici là, rien, je ne dirai rien. Mais je voudrais revenir sur le poisson, parce que il est porteur d'une histoire politique. Les miens ont vraiment attiré mon attention sur toute la dimension très transversale que soulevait la question du poisson, dont je ne me doutais pas. D'abord, c'est l'un des nôtres qui a mené une bataille implacable pour obtenir la fin de la pêche électrique. J'avais aucune idée sur la question. Un jour, on m'explique ça, j'étais horrifié. C'est les Néerlandais qui faisaient ça surtout. Ouais. Alors, ça tue tout. Hein. Ah ouais. Et les poissons sont brisés dans des conditions qui montrent que ça a été vraiment un sale quart d'heure pour eux. Et ça va évoquer le thème de la souffrance animale, qui est considéré comme une sensiblerie par certains, ou comme un non-sujet. Par exemple, M. Zemmour a dit « Moi, je suis indifférent, c'est pas mon sujet ». Il ne comprend pas tout ce qu'implique la souffrance animale. D'abord, pour les êtres humains, c'est parce qu'on les fait souffrir au-delà de toute raison qu'on a des élevages qui permettent d'abaisser le prix de la nourriture dans des conditions désastreuses, avec des élevages de masse. Deuxièmement, pour avoir ces élevages de masse, on a facilité le transfert des virus des animaux sauvages aux animaux domestiques. Là, nous pataugeons dedans. La pandémie, aujourd'hui, c'est un problème de virus, c'est un problème sanitaire, mais c'est un problème social, au départ. C'est ces super élevages concentrés. Et puis c'est un problème écologique, on a coupé les forêts. Oui, mais on a coupé les forêts pour y planter des choses, et puis bref, c'est un cercle complet. Vous avez été sensibilisé à ça au cours de ce quinquennat? C'est devenu vraiment une question, si vous voulez, que je traite plus à la légère, et j'essaye
Bon, c'est mon côté incorrigible prof, donc quand je fais des meetings, souvent j'explique. Et comme je respecte, je me dis, les gens, ils veulent comprendre. Donc j'essaye d'expliquer ça aussi bien que je peux pour faire comprendre pourquoi le système capitaliste, d'une manière générale, est non seulement un système cruel et absurde, puisqu'il ne mène nulle part, sinon au saccage de la planète, mais que les gens comprennent que c'est pas juste un postulat idéologique, vous voulez, c'est un regard un peu concret Alors, sur la vie. par exemple, est-ce que vous pourriez nous dire, il y a le maire de Lyon qui a décidé de bannir le foie gras de toutes ses représentations officielles. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision? Non, je vais vous dire pourquoi. Comme le maire de Strasbourg, d'ailleurs, dans la foulée. Ouais. Non, mais je les comprends, je sais ce qu'ils ont dans l'esprit, c'est pas condamnable. Hein. Ouais. Ils ont... Alors que vous défendez le bien-être animal, je comprends pas. Mais ce qui est absurde, si vous voulez, c'est qu'on parle du foie gras, pas des oies. Pardon, mais le foie gras qu'ils ne commanderont pas, il existe. Donc, moi, je suis d'accord pour qu'on cesse avec les méthodes qui permettent aujourd'hui la production de foie gras dans des conditions qui sont un martyre pour les animaux. Mais qu'on s'entende. Bien sûr que c'est bon. Hein. Mais nous avons une responsabilité comme êtres humains, parce que nous sommes dans la chaîne du vivant ceux qui sont dotés de la capacité d'intellection la plus ample. Donc nous sommes les plus responsables. Si nous maltraitons tout le monde et nous tuons tout ce qui est vivant, nous avons une responsabilité. Et donc nous devons prendre en compte chaque aspect de la souffrance animale. Vous voyez comment je le situe? Et donc vous mangez quand même du foie gras? Alors, non mais après, il y a des êtres humains. Moi, je suis un être humain, c'est une espèce particulière, bipède, qui se tient debout, et qui est là depuis 300 000 ans. Non mais est-ce qu'il faut arrêter le foie gras? Comme des villes l'ont fait, des pays interdisent le foie gras parce que... Interdire le gavage des oies. Mais alors, dans ce cas-là, on organise ça. Moi, je suis contre le côté « Allez, tac, on fait comme ça, t'es content, t'es pas content ». Non. Il y a des gens qui vivent de ça, qui le font, qui veulent bien le faire, qui pensent bien le faire, à qui le discours qu'on tient est ressenti comme une mortification. Je ne vois pas pourquoi on leur affiche ça. Donc allez, on va et on discute. Voilà. Moi, je suis pour la palabre sous le bagnan. On discute. Et on dit, ah ben tiens, ça nous va pas. Ah, vous avez quand même... Ah ben non, ben, d'accord, mais en attendant... Plus personne n'est trop d'accord avec ça, monsieur, madame. Alors comment on pourrait s'y prendre autrement? Vous avez des élevages espagnols, je me suis renseigné, hein, qui ont essayé d'améliorer la chose. Bon, moi, je trouve ça un peu hypocrite, parce que ça consiste quand même à rendre malade la pauvre bête pour qu'elle ait un foie mangeable. Donc, on pourrait discuter pour passer à autre chose. Mais on en parle, mais on ne dit pas aux gens, « Ah, vous êtes en train de martyriser les bêtes, allez, ça suffit, toc, vous ne le faites plus. » Je pense que si on fait ça, on donne de l'écologie politique une vision punitive, agressive, et moi, c'est pas ça que je veux faire. Je suis un gourmand, donc je sais que vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Pas d'écologie punitive, voilà. en tout cas. Donc, il faut traiter les gens toujours en faisant attention à comment on s'y prend pour convaincre. On voit que vous êtes quand même assez fort en alimentation. On va voir si vous êtes vraiment incollable. C'est le quiz. Non, incollable, moi, je suis pas un si bon élève. Rien à savoir, je parie. Ah bah on va voir, c'est un petit jeu. Monsieur Mélenchon, je l'ai lu, hein, vous avez du sang sicilien dans les veines. La Sicile, c'est l'île... pas le sang sicilien, tous les êtres humains sont les mêmes. De l'arancine al ragout. Vous savez, c'est cette divine boulette de riz un peu orange, farcie à la viande. Alors sauriez-vous nous dire comment s'appelle sa concurrente de Rome? A, le suppli. B, la frittata. Vachement dur. C, le caciucco. Ou D, le cavatelli. Je sais pas. Je sais pas. Et d'abord, c'est pas ce que j'aime le plus dans la cuisine sicilienne. Ils font une fichue omelette, je vous jure, vous tombez par terre, avec du jambon, Oui. pas du jambon, c'est leur jambon à eux. Hein. Et puis il y a des tomates, oui. Et puis il y a des épinards. Oui. Alors, du coup, qui a inventé ça? Comment ils ont trouvé ça ressemble plutôt à ce que vous me dites à la frittata, qui est une omelette un peu avec des herbes, mais le concurrent de notre petite boulette sicilienne, c'était le suppli, qu'on mange à Rome. C'est une boulette de riz, c'est très très bon. J'y suis allé à Rome plus d'une fois, hein, et c'est vraiment... Alors, on va parler du Maroc maintenant, puisque vous êtes né... Il faut aller à Rome quand on en a les moyens, il faut aller à Rome. Il faut aller une fois à Rome, vous savez, chaque ère a sa ville sainte. Alors, Jérusalem représente beaucoup de choses pour 3 religions. Moi, c'est Delphes, parce qu'il y a le temple de la Pythie, et qu'il y a le chemin qui monte au temple du soleil. Et puis Rome, quoi. Alors on va partir au Maroc maintenant et on va aller à Tanger. Non, mais attends, vous êtes Rome, né à c'est Tanger. facile, il y a le triban, les rostes de la des cuisine tribans marocaine, Jean-Luc les Mélenchon. ancêtres politiques. Non mais votre quiz est plus facile, celui-ci. Non, vous allez m'humilier devant tout le Maroc. Non, deuxième quiz, vous allez voir, vous allez réussir. Puisque vous êtes né à Tanger, hein, je le rappelle, vous connaissez la cuisine marocaine, est-ce que vous pourriez nous dire ce que désigne la chermoula? Plus facile. Alors, A, une pâte d'épices pour le tagine. B, une marinade pour poisson et viande. C, une soupe épicée.
une sauce salade bien aux ce que je herbes. dis, vous êtes en train de m'humilier devant mes Dans un mes restaurant, on compatriotes. a souvent dit, vous voulez la charmoula avec votre poisson, vous voyez pas? Ah bah alors là, vous avez donné la réponse. Non, bah oui, non, mais quand même, je veux pas faire le malin. Je ne sais pas. Je présente mes excuses aux Tangérois, mes compatriotes, et au restaurant La Caïna dans le Vieux-Port, où je vais régulièrement et où on doit en effet m'en servir, et ils doivent en train de se dire, mais alors à quoi ça sert qu'on lui donne Vous voulez faire la charmoula, qui est donc la marinade pour poisson et viande. Yes. Voilà. Tant mieux. Vous aimez comme ça les cuisines du monde, les cuisines de tous les pays? Ouais, mais il faut être capable d'apprécier. Il faut être capable d'apprécier, parce qu'on n'est pas toujours préparé. Alors après, c'est très facile de dire berque ou je sais pas quoi. Bon, comme on dit aux gosses, attends, goûte d'abord, prends ton temps, tu vas voir si c'est bon ou pas. Voilà, je vous en raconte une comme ça au passage. Un coup, j'étais ministre et on fait un repas en Chine avec les ministres chinois. Oui. Et alors, toc, 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 le ministre chinois dit ah, quel peuple, blablabla, des compliments. Et puis après, il dit ah, quel peuple compliqué à gouverner que les Français, qui ont 350 fromages. Hurlement de rire des Chinois qui détestent le fromage, pour qui c'est un équivalent du rat crevé ou de la crotte de nez. Donc, ils étaient horrifiés parce qu'on leur avait servi un bout de camembert. Bon, me dit moi, ça vous l'emporterez pas au paradis. Il y avait une compétition. Quelques instants après, on m'amène un bol et je mets ma cuillère et de ce bol surgit du fond du bol une créature avec des moustaches vertes. Et cette créature était une limace. Je me dis, mon gars, je te tiens. Toc, toc. Je fais le tour, je dis, ah, quel grand peuple, des compliments comme lui. Et je dis, mais quel peuple extraordinaire qui aura goûté toutes les limaces avant de choisir celles qui est au fond de la mer pour les mettre dans leur assiette. Hurlement de rire de la délégation française. Les Chinois avaient la tête des gars qui disent bon, un partout. Voilà. J'imagine que vous en avez non, mais plein j'ai pas des goûté histoires cette comme bête, ça. Vous avez mangé cette limace? Non, je ne pouvais pas. Je pouvais. Si vous aviez vu la pauvre tête de cette créature bouillie, vous la mangez pas. J'imagine que vous avez plein d'histoires à nous raconter comme ça. On va justement passer à la brève de comptoir. Alors Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous avez une autre histoire à nous raconter qui a particulièrement marqué votre parcours politique à table? Bah, comme on passe notre vie à table, vous savez, voilà. Tout à l'heure j'ai dit c'est la palabre sous le bagnan. Hein. La vérité c'est que beaucoup de choses se font à table. Il y a un rite. En plus les Français, nous on est champions du monde de ça. Ça dure 2 heures, 3 heures, qui scandalise la plupart des gens ailleurs, hein, qui eux passent à table. Pour eux c'est une fonction comme ça quoi. Donc ils savent pas vivre. Et ils ont du mal à comprendre que les Français arrangent leurs affaires en mangeant. D'ailleurs, tout le monde dit ça, on se fait un déj. Bon, vous faites pareil, vous. Bon. Il y a le café, qui est une entrée en matière, on prend un café. Moi, comme les gens me connaissent maintenant, ils disent on pourrait prendre les fraises. Bon, j'ai réussi à me coller cette image, puis après, il y a le repas. Alors après, le repas, ça dépend, il y a repas et repas. Vous m'impressionnez pas. Mais au début de ma trajectoire, moi, je viens d'un milieu simple. Hein. Des petits fonctionnaires, bon, donc des habitudes simples. Et quand vous allez dans les repas de chez ceux de la haute, faut savoir, déjà vous arrivez, il est découvert partout. Alors vous vous dites avec angoisse... lequel je prends. Lequel je prends, jusqu'à ce qu'on vous dise un jour, c'est pas compliqué, tu pars du bord et tu vas vers le centre. Et là, ça y est, vous sentez tout de suite un personnage important. Et puis un jour, donc comme ça, alors après il y a les plats, comment on s'en sert. Tantôt, enfin il y a 2 formes de service. Et il y a quand le gars arrive et porte le truc. Alors là, il faut faire attention, ça peut déraper. Vous dites comment ce pauvre garçon, cette pauvre fille va tenir son plat. Et un jour, comme ça, en Argentine, arrive un gars avec une bombe, je crois que ça s'appelle une glace haute comme ça, et il le porte comme ça. Il y a eu un silence de mort à table, parce que tout le monde s'est dit, qui va commencer parce que c'est clair, tu vas t'en mettre partout, tu vas envoyer la glace sur les autres, tout le monde avait peur. Et il y avait là une duègne, avec un chignon très espagnol et très sûr d'elle-même, qui était la femme d'un ministre et la mère d'un autre. Et cette femme prend la cuillère, et je ne peux pas oublier ça, quoi. Et elle, avec une main d'acier, et sans blêmir, et le gars avait le bras comme ça, hein, et on a tous regardé, vous savez quoi, tous autant qu'on était, on a applaudi. Et tout le monde a fait pareil derrière. C'est au plouc réuni qui voit une grande dame qui a l'habitude de ça, hein, de vivre comme ça. Et nous, finalement, autour de la table, on s'est aperçu qu'on avait tous la même angoisse de petits qui sont arrivés par hasard à la table des grands. Et elle n'a pas eu la main qui tremblait, en tout cas. Ça, c'est une leçon à retenir dans la vie. Ouais. Ne jamais avoir peur, plus que de mesure, parce que ça vous empêche d'agir. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez déjà formulé un certain nombre de propositions en matière d'alimentation. C'est notre nouvelle rubrique. On passe à votre programme sur le grill.
Alors, il y a une mesure forte dans votre programme, Jean-Luc Mélenchon, c'est la création d'un ministère de la production alimentaire. Dites-nous, en quoi serait-il différent d'un ministère de l'Agriculture? D'abord, l'état d'esprit est différent. Le ministère de l'Agriculture, c'est allez, on fait de l'agriculture. Alors, on fabrique du maïs pour Non, nourrir c'est le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Bon, ben moi, ça sera de l'alimentation. Alors, on produit du maïs pour nourrir des poules en Chine, et nous, on achète du soja pour nourrir les nôtres. Voilà, l'absurdité de notre temps dans l'assiette. Alors ça, c'est pour la rupture, pour dire quel doit être l'objet de l'agriculture, quelle doit être sa première préoccupation. C'est pas les chiffres du commerce extérieur, douce rigolade, c'est de nourrir les Français. Or, nous importons la moitié de ce que nous mangeons. Nous sommes un pays, on importe pourtant, 40% de nos légumes et 60% de nos fruits. Vous vous rendez compte? On est un pays fertile, bon, la terre est pas trop mauvaise, le climat jusque-là a été tempéré, ça sera plus le cas, mais quand même, il y a de quoi faire. Donc, il faut y revenir. Et si on y revenait, le premier résultat que ça donnerait, déjà, c'est que, pas simplement que nous serions de nouveau souverains, c'est qu'on saurait ce qu'on mange. Et on pourrait développer une agriculture respectueuse de l'environnement. Je vais vous donner une image qui, j'espère, va vous faire bien percuter sur ce que nous sommes en train de faire. Les premières molécules, les premières plantes qui apparaissent, il y a 3,5 milliards d'années. Des petits machins, des petits champignons, rien du tout. 3,5 milliards d'années. Aujourd'hui, vous avez la Terre, d'accord? Pour arriver au résultat que vous avez sous les yeux, il a fallu 3,5 milliards d'années, d'accord? Et ça donne tout pouce dessus. Sauf que, depuis 50 ans, on a réduit de moitié, vous entendez, 3,5 milliards, 50 ans, de moitié le contenu organique de la Terre. Pourquoi? Parce qu'on a déversé des tonnes de pesticides, plus on en met, plus la Terre s'appauvrit, vous avez de meilleurs rendements, mais progressivement, c'est plus de la terre que vous avez là, c'est autre chose. Et donc, on est dans ce moment de... On peut produire plus aussi. Si on fait que du bio, est-ce qu'on peut nourrir tout le monde? Non mais oui, il faut quand même qu'il reste un peu de terre, ma pauvre dame, sinon, à la fin, il n'y a plus rien. Bon, donc on peut essayer de rectifier. Hein. Alors, on peut planter, on a quand même vécu des siècles comme ça. Hein. On peut planter, on a des méthodes qui permettent des beaux rendements, à condition de respecter la terre, l'outil de travail. Parce que au départ, le paysan, ce qu'il avait de particulier par rapport à tous les autres, c'est qu'il produisait et il reproduisait l'outil de travail. Bon, quand vous êtes un ouvrier ou un salarié, vous ne reproduisez pas l'outil de travail en même temps que vous travaillez. Donc c'est un métier très spécial, hein, le métier de paysan. Le niveau s'est considérablement élevé, mais les gens sont considérablement malheureux parce que, deuxième aspect, on a ruiné la terre, épuisé la terre, puis on épuise les êtres humains. Il se prend un paysan tous les 2 jours. De misère, d'isolement, de dégoût de vivre qui est créé par le fait de vivre dans une ambiance pareille. Et alors, je termine en vous disant que tout ça s'organise. Il ne suffit pas de claquer dans les doigts pour que ça se fasse. J'ai déjà dit à mes copains 100 000 fois, votre programme il est parfait, vous m'avez amené, on va faire ci, on va faire là, etc. C'est pas moi qui invente tout, hein, on amène. Et puis à la fin, quand il y a litige, j'arbitre. Et je leur dis, mais là, il faut combien? Parce que j'étais ministre de l'enseignement professionnel, donc on me la fait pas trop, moi, avec le blabla en général. Je dis, qui c'est qui va faire tout ça? Parce que vous voulez faire une agriculture vivrière, mais ils sont où les paysans pour le faire? Ah ben là, évidemment, tout le monde regarde. Eh ben, il n'y en a pas assez. Il nous en faut 200 ou 300 000 de plus. Je vais quand même pas aller dans la rue en capturer un tous les 10 pour dire, toi, t'es paysan. Alors, comment vous faites? Eh ben, vous êtes obligé de reprendre tout au départ. Comment vont aller les jeunes gens dans les lycées agricoles? Quand ils y sont, est-ce qu'ils vont être rémunérés pour que ça leur donne l'envie d'y rester? Deuxièmement, il faut organiser l'agriculture différemment pour permettre que les gens aient des vacances, des roulements. Les paysans ont essayé d'obtenir... Mais il y a eu la loi Egalim sous le quinquennat et on a bien vu que finalement les agriculteurs n'étaient pas mieux rémunérés. Ouais, ben c'est clair, c'est clair, parce que l'essentiel des subventions, dans ce pays, il se plante beaucoup de subventions, et ça pousse assez bien. Donc vous avez 20% des entreprises agricoles qui captent le 80% des subventions, puis tous les autres, bah, ils sont de la revue. Donc moi, mon idée, c'est que je m'en fiche des grands plans, j'en ai déjà entendu 50 fois, vous savez que je suis parlementaire depuis la Saint-Glinglin, donc j'ai eu le temps d'en entendre Moi, ce que je veux, c'est qu'on y arrive. Donc je me suis demandé pourquoi on n'y arrivait pas. Notamment parce que si on se met à subventionner un modèle agricole particulier, c'est clair qu'on ne peut pas avoir le résultat auquel moi j'aspire. Mais je sais que la base de l'affaire, c'est que si on veut produire bio, ça va coûter plus cher. Parce que ça prend plus de temps. Pendant un temps, après on trouvera le moyen de faire baisser les prix. Donc on ne peut pas... Ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai, parce que le lait bio, on en a depuis très longtemps, et aujourd'hui les producteurs de lait bio n'arrivent plus à écouler leur lait parce qu'il est trop cher. Oui. Donc, et c'est en train de vous subventionnez? donc qu'est-ce qu'il faut faire?
Comment? Attendez, vous êtes deux là, moi. Hein, à votre avis. Alors reprenons le problème. Non, ça y est, c'est tant pis pour vous, vous êtes perdus. Non, le lait bio, on en produit, mais on n'arrive pas à le vendre parce qu'il est trop cher. Oui. Conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, les producteurs sont obligés de le vendre au même prix et ils ne peuvent pas. Alors, il y a moins. Attends, je finis. Il y a moins de conversion. Du coup, il y a moins de bio. Bon, alors voilà. Eh bien, je vous remercie parce que la solution, c'est d'augmenter les salaires. Si vous augmentez les salaires, les gens achètent le lait bio. Ils achètent le bon manger bio. Pour l'instant, ça vous est réservé à vous, à moi, parce qu'on a les moyens d'y faire face. Mais le grand nombre, lui, non, il ne peut pas. Mais vous avez une autre solution. Vous dites qu'il faut augmenter les salaires. Vous dites aussi qu'il faut bloquer les prix de 5 fruits et légumes. Alors nous, on s'est intéressé effectivement à cette proposition et on a fait réagir des experts. Je vous propose de regarder et vous réagissez. Non, pas du tout. Regardez. Équilibré chez nous, comme les repas. L'idée de bloquer les prix de 5 fruits et légumes est une bonne idée parce que ça répond vraiment à un vrai sujet d'insécurité alimentaire. On a 10% de Français qui ne mangent pas suffisamment, qui n'ont pas suffisamment de moyens pour ça. Ça concerne surtout les étudiants, les familles avec beaucoup d'enfants et donc les foyers monoparentaux. Donc la question de comment faire pour aider ces populations, c'est vrai que cette idée de bloquer les prix pose quand même question parce que qu'est-ce qu'on va bloquer comme prix, quels produits choisir. La mesure de manger 5 fruits et légumes par jour, c'est une quantité, c'est 400 grammes par jour, donc il vaut mieux donner un budget. Alors à la FNSEA, nous pensons que la proposition de M. Mélenchon ne va pas dans le bon sens parce que bloquer le prix des produits alimentaires de 5 fruits et légumes, c'est ce qu'on a fait depuis 50 ans. Et au final, on a des paysans de plus en plus pauvres et on a des consommateurs toujours aussi nombreux qui n'arrivent pas à se nourrir en quantité suffisante et en qualité suffisante. Donc, à travers Egalim 2, nous avons proposé que l'ensemble des filières agricoles puissent augmenter leur prix des produits de vente alimentaire en calquant celui-ci sur les coûts de production au niveau des producteurs. Donc, notre proposition, elle va plutôt dans ce sens-là et que l'ensemble des filières rognent un peu sur leur marge pour que les consommateurs n'aient pas à payer trop cher au final. Alors, Jean-Luc Mélenchon, comment on fait pour que à la fois le consommateur et l'agriculteur s'y retrouvent? Il vous manque un maillon dans la chaîne, parce qu'ils ont les deux raisons. La première personne, pense que ce que je dis a un sens, évidemment, elle sait comme moi. Nous avons 8 millions de personnes qui relèvent de l'aide alimentaire. Quand on dit les chiffres, personne ne veut le croire. À la preuve, il n'y a pas longtemps, il y a un fast-check, c'est la nouvelle mode. Il a dit mais non, il n'y en a que 2,5 millions. Non, ça, c'est les chiffres repérés par la Banque alimentaire. Les chiffres Secours populaire, Secours catholique. Secours populaire, 8 millions. Non, mais elle dit c'est une bonne idée, mais c'est une fausse bonne idée, elle dit en fait. Non, elle n'a pas dit ça. Elle dit faut donner. Je l'interprète comme ça. Ah oui, c'est vous qui l'interprétez comme ça, mais c'est pas ça qu'elle a dit. Alors attendez, je continue. Donc, c'est un vrai sujet. C'est pas un caprice ou une mode boboïde que je soulève. 2, il faut dire, en effet, quel produit. Alors, vous m'en voulez pas, c'est pas moi qui vais le dire. Je pense que c'est à des gens dont c'est le métier, qui sont des spécialistes, qui disent tant qu'à manger quelque chose, mieux vaut faire ci, mieux vaut faire là. Alors peut-être que la semaine prochaine, c'est tel produit qui est bloqué, et pas cette semaine, comme ça, à tour de rôle, ça peut respirer. Donc, il y aura une administration qui sera chargée de savoir quel prix on bloque toutes les semaines, en fonction des arrivages. Vous n'avez peut-être pas connu, parce que vous êtes trop jeune pour ça, mais il y a eu une période, et c'était sous le maréchal Staline, sous le général de Gaulle, pardon, tous les prix. Oui, mais du coup, on se posait pas de questions. Mais laissez-moi finir une phrase avant de essayer de sortir du piège. Tous les prix étaient contrôlés. Moi, je vous parle de 5 produits. Vous n'allez pas vous évanouir. Monsieur Rocard a bloqué les prix des carburants. Monsieur Macron a bloqué les prix du gel hydroalcoolique et des masques. Alors, du calme. Bloquer les prix, oui, c'est une mesure de gauche. Je ne vais pas vous dire le contraire. Ça a commencé dans la première assemblée à la Révolution de 89, le blocage des prix, le maximum. Bon. Et ça a toujours été, Léon Blum l'a fait, etc. Mais c'est pas qu'une mesure de gauche. C'est une mesure, au moment où vous avez votre population dans la 6e puissance du monde qui tire la langue parce qu'elle mange pas, vous décidez quelque chose. Vous pouvez pas continuer à balancer de la pub où vous dites, faut manger 5 fruits et légumes. Le gosse, il vient, il dit, papa, maman, pourquoi j'ai pas 5 fruits et légumes? Qu'est-ce qui répond le papa ou la maman? Bon, donc il faut un peu réfléchir aux autres et à la manière de vivre. Donc, c'est un vrai sujet. 2, en effet, il faut trier. Je n'en sais rien. Moi, j'ai plus de petits à la maison depuis un moment. Bon, donc je ne sais pas. Eux, ils savent. Et puis, franchement, c'est pas mon boulot de le faire. Deuxième aspect, le gars de la FNSEA, il dit, nous, ça fait ça. Alors, tout ça, c'est du baratin, de la propagande, ça compte pas. Mais ce qui m'a intéressé dans ce qu'il dit, il dit, ça fait 50 ans qu'on fait ça. La preuve, il n'y a qu'à voir les prix monter sans arrêt. Donc, ce qu'il raconte, il n'y a pas de bout. Mais là où il a raison, c'est de dire que les paysans ont payé dur. Et on peut même dire la chose suivante.
C'est sur le dos des paysans qu'ont été financées les 30 Glorieuses et la paix sociale, qui n'était pas si glorieuse que ça, ni si pacifique que ça. Mais la nourriture représentait 20% du budget d'un ménage. On a tellement pressé, tellement amélioré, etc., que c'est tombé à 9%. On a donc gagné 11 points de pouvoir d'achat sur le travail des paysans. Personne ne s'est rendu compte de rien. Pas vu, pas pris, tout va très bien. Là-dessus, on invente les grandes surfaces, qui tuent tout le petit commerce, et qui réduisent encore les marges. Donc, à nouveau, du pouvoir d'achat gagné, ou l'impression d'en avoir gagné. Mais pendant ce temps-là, les produits sont de moins en moins bonne qualité, ils sont de plus en plus surexploités. Pourquoi? Et là, il a raison. C'est le manquant de votre reportage. Le vendeur. La grande chaîne. Donc vous dites quoi? Il faut que la grande distribution... C'est eux qui vont payer, parce qu'il y a un coefficient multiplicateur. Mais la grande distribution, il faut qu'elle écrase ses marges? C'est ça que vous demandez? Eh bien oui, et puis ils le feront, puis s'ils ne le font pas, on leur imposera, parce qu'ils ne peuvent pas aller vendre ça à des Chinois, ils ne peuvent pas délocaliser. Donc, non mais je veux quand même que vous preniez la mesure du problème. L'idée de maîtriser les coefficients multiplicateurs, pour simplifier, ça veut dire combien de fois tu multiplies le prix de départ. Hein, voilà pourquoi ça s'appelle multiplicateur. Bah, c'est une idée simple à gérer. Mais imaginez-vous le résultat à la fin. Vous trouvez normal, vous, une marge de 40% sur les pâtes? Je suis une fixette sur les pâtes, puisque c'est mon aliment préféré. Mais quoi? 40%? Et ainsi de suite. Donc non. Alors on va demander, on va leur dire, écoutez, les gens là, on les réunit, on les met dans une pièce, et on leur dit, écoutez, là, ça peut pas aller comme ça, faut faire baisser tout ça. Alors bon, vous n'êtes pas content, bah, on comprend. C'est une économie administrée, finalement, que vous voulez, Jean-Luc Mélenchon. C'est une économie administrée. Vous pensez qu'il y a une économie administrée? Qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous voulez, vous? Parce que c'est des relations privées, finalement, de contrats privés. Ah, le marché? Mais ça n'existe pas. Donc, vous voulez intervenir dans ces relations entre les agriculteurs et la grande distribution? Ah bah ça oui, mais c'est pas une économie administrée. C'est une économie mixte où il y a un acteur public qui représente, qui est l'avocat de la société, l'outil de la société, l'État. Vous avez des entrepreneurs privés, des entrepreneurs publics. Bah, faut bien mettre tout ça en ordre. Hein. Donc il faut qu'il y ait des lieux où ça se discute, où on travaille comme ça. Mais comme l'a dit Brigitte, la loi Egalim était faite pour ça et ça n'a pas marché. Eh ben, tout va bien. Alors si c'était fait pour ça, que c'est le communisme dans ce pays, je m'en suis pas rendu compte, c'est une erreur de ma part. Mais soyons sérieux, ça ne marche pas, vous savez bien pourquoi. Parce que ça continue à rester le régime du marché. Si le marché mondial dit on va vous donner tellement de sous pour le maïs, tout le monde plante du maïs. Donc, et c'est pas ça qu'on veut. Donc à un moment donné, on peut dire, vous, si vous voulez avoir votre ferme et tout ça, et vous voulez vous mettre à la terre, moi j'ai rien contre ça, eh bien je vais vous dire, écoutez, mais ici c'est l'agriculture vivrière, les pesticides, il n'y en aura pas. Alors vous allez me dire, oui mais monsieur Mélenchon, moi je produis des cerises, puisque le cas s'est présenté, et je peux pas mettre dessus mon pesticide, puisque, alors heureusement maintenant M. Macron vous autorise à nouveau à en mettre, et, parce que les voisins espagnols, ils viennent avec leurs trucs qui coûtent moins cher. Ben, très bien, on ne laissera pas entrer les légumes et les fruits qui sont atteints par les pesticides. Mais écoutez, on ferme les frontières sur des milliers de trucs et vous ne le savez pas apparemment. Ben, je vous le dis. Et puis je vais vous dire, quand les frontières, au moins les camions, on arrive à les choper. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un container sur 1000 qui est contrôlé dans ce pays. D'accord, ils rentrent ce qu'ils veulent. Des armes, de la drogue, des gens, comme on veut. Hein, et tous les trafics du monde sont possibles. Donc restons sérieux et traitons de ce qu'on peut maîtriser. On peut maîtriser une production vivrière. On a le droit, nous, comme société, vous, moi, au nom de nos enfants, et que vous soyez de droite. On va être compétitif par rapport à tous les pays autour de nous qui vont produire moins cher et les gens vont aller acheter ailleurs vous les avez produits raison. moins Alors chers. vous avez madame Daniel, elle va se lever le matin depuis Clermont-Ferrand et puis elle va aller à Berlin pour aller acheter des sardines parce que c'est moins cher là-bas et ensuite elle va aller à Brême. Enfin, soyons sérieux. Tout ça, la nourriture ne se délocalise pas, vous le savez aussi bien que moi. Sauf si on laisse faire. Alors, les voisins auront peut-être dû manger qui sera moins cher, mais il sera plus pourri. Donc ils ont le droit de manger des pesticides s'ils trouvent ça bon pour eux. Oui, mais moi je dis que dans ce pays, je veux pas de pesticides. Ils vous disent oui, on veut bien manger, mais ils mangent toujours moins cher. Quand le produit est plus compétitif, on va y arriver. Vous aurez l'un qui fera le poulet à ce prix, et puis l'autre à un autre, et puis mais ce sera des conditions d'élevage normales. Je fermerai aussi les fermes-usines. Vous n'avez pas dit dans votre truc là, mais parce que je préfère dire aux gens la vérité. Et vous rendez obligatoire le Nutri-Score également, ça c'est partout, parce qu'il faut que les gens sachent où ils vont et ce qu'ils consomment. Si vous voulez, je vois que, bon,
ça prend tellement à rebours les habitudes de néolibéralisme. Permettez-moi de vous dire, mais vous êtes un peu datés tous les deux dans vos réflexes. Parce que la masse de nos jeunes et de ce pays a compris que ça ne pouvait pas durer comme ça, que c'était la fin des haricots. Puis surtout, moi je me préoccupe, si vous voulez, la pandémie fait réfléchir à plein de choses à quoi on n'a pas pensé avant. Puis c'est excitant de penser. Non mais nous on a bien, non je rectifie, on a bien compris comment ça marchait, on essayait de mettre le doigt sur quelques contradictions. Mais bon, c'est le jeu. Quoi. Non mais oui, mais c'est le jeu. Vous me taquinez, je vous taquine. Mais Monsieur Mélenchon, par exemple, si vous dites que la France doit assurer sa souveraineté et nourrir que les Français, c'est pas c'est assez égoïste. Vous pensez à tout le blé qu'on pourrait exporter pour nourrir les pays africains, les pays asiatiques, parce qu'on prépare des grandes famines. Non, mais on peut arrêter. J'ai pas dit qu'on arrêtait de planter du blé, mais pardon de vous dire que si ceux qui sont en état de se planter du blé se le plantaient et le faisaient pousser en quantité suffisante, au Tchad, ils peuvent pas planter du blé. Mais ils mangent autre chose. Mais enfin, on va passer. Ils mangent autre chose. Non, mais attendez, c'est très intéressant comme sujet. Si vous imposez aux autres vos manières de vivre, c'est-à-dire manger comme si, alors le sorgho, il y en a plus, mais le blé, ça c'est bon, il en pousse pas chez moi. On s'en fout, mangeons quand même. Bon, mais c'est ça qu'on fait. Il y a une forme d'impérialisme qui passe par l'assiette, que Thomas Sankara avait parfaitement pointé, en disant, mais laissez-nous vivre de notre agriculture à notre façon de faire. Bon, chaque fois que je vais quelque part, on me dit, ah, vos trucs, on connaît, mais tel pays, regardez, c'est magique. Maintenant, il a accédé à la monétarisation de son agriculture. Catastrophe, ça veut dire que tout ce qui avant passait en dehors de la monnaie, qui était du troc ou de l'échange, tout ça n'existe plus. Ils produisent certains végétaux et pas d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Les gens qui les produisaient vont en ville, il y a trop de monde, ils immigrent, et quand ils arrivent ici, on leur dit quelle horreur, rentrez chez vous. Bon, alors là, on est fous, quoi. Ce que vous dites. Sans transition. Mais alors, on va passer au quinoa, puisqu'on a du blé, on va passer au quinoa. Vous en avez beaucoup parlé, c'était lors de la dernière campagne présidentielle. Une fois, et ça a été chez nos confrères de Gala, et en fait, vous avez eu un succès énorme. C'était un coup de com' à l'époque? Un petit peu. Un petit peu, allez. Un petit peu, non, mais ça me permettait, si vous voulez, J'avais réfléchi, bon, moi j'aime les campagnes électorales, d'accord? Je ne vais pas raconter d'histoire. Pour moi, c'est le moment suprême de la démocratie. Tout le monde discute et tout. Après, bon, on va pas faire des campagnes électorales comme on les faisait au 19e siècle, avec son papier. Bien sûr, je le fais, il y a des papiers, on monte sur des caisses à savon. Mais après, il faut aussi, on vit dans les réseaux, c'est marrant. Et donc, vous avez fait cette petite vidéo pour Gala. Alors aujourd'hui, les petits producteurs boliviens de quinoa, ils sont dépassés par la demande. On va en parler et on met les pieds dans le plat. Oui, alors le quinoa, cette petite bille apparue dans les années 70, Brigitte, dans les assiettes des écolos et des véganes, fait un tabac. Aujourd'hui, aliment sain par excellence, Monsieur Mélenchon en mange. Elle est donc très prisée des consommateurs français, au point qu'une partie du quinoa consommé en France vient de nos terroirs, notamment en Anjou, au détriment des petits cultivateurs du Pérou ou de Bolivie, qui sont les plus gros producteurs de quinoa. C'est un reportage d'Hélène Bonduel et d'Antoine Coutin. Les Boliviens l'appellent la graine des dieux. Cultivée depuis plus de 5000 ans sur les hauts plateaux de la cordillère des Andes, le quinoa, l'alimentation de base des Incas au XVe siècle. Le commerce équitable nous a permis de faire connaître notre produit au monde entier et nous assurer un revenu stable. Ça nous a permis de nous développer. Car depuis 10 ans, cette graine, qui colore en rouge les champs de Bolivie et du Pérou, est devenue très en vogue dans les assiettes françaises. Je le mange ou chaud ou froid, en salade, c'est très bon. Ça m'apporte des protéines végétales. Voilà. Quand on ne mange pas de viande, c'est l'idéal. Sans gluten et riche en protéines, ce super aliment a même eu le droit aux honneurs de l'ONU en 2013, déclaré Année internationale du quinoa. Depuis, la graine a traversé l'Atlantique à vitesse grand V. Les exportations ont bondi de plus de 260%. Son prix aussi a explosé. En 2013, le prix du quinoa a atteint 270 € le quintal. C'était l'apogée du quinoa. Un succès qui a donné des idées à ce spécialiste des semences installé en Anjou. Là, c'est la nouveauté qu'on va faire cette année. C'est beau et gros. C'est ça, ouais. Au départ, Jason Abbott cherchait une alternative pour sa fille, intolérante au gluten. Puis en 2008, il réalise ses premiers essais de sélection. Si on amène des graines directement de l'altiplano ici, ils ne sont pas très bien adaptés. Il fallait faire des nouvelles variétés avec, qui sont spécifiquement sélectionnées pour leur aptitude à bien pousser en Anjou. 13 ans plus tard, la graine s'est adaptée à l'Anjou.
première région productrice de quinoa en France, et sa filière compte aujourd'hui 375 producteurs. Là, on est sur la récolte de cette année en quinoa blond, c'est bien. Ouais, les graines sont assez grosses. Ouais, elles sont belles. Ouais. On va séparer les particules les plus légères des particules les plus lourdes. Donc on va avoir sur cette partie-là, on va avoir les cailloux essentiellement, et à l'autre bout tout ce qui est brindilles, paille, graines cassées et ainsi de suite. La graine, d'origine France, représente un tiers de la consommation de quinoa des Français. Et la filière d'Anjou aimerait gagner plus de parts sur les importations. Le marché sud-américain, il y a des grandes variations de production d'une année sur l'autre et des grandes variations de prix. Ce qui fait que le consommateur n'est pas toujours prêt à accepter ces grandes variations de prix. Nous, en le produisant régulièrement, on a un stock suffisant pour approvisionner le marché et éviter ces variations de prix. On produit une année comme 2021, 3500 tonnes, 10% en bio, voilà, objectif atteint. Maintenant, c'est aux consommateurs de nous emmener encore plus loin. Car même si le quinoa est entré dans les habitudes alimentaires des Français, il reste minoritaire, bien loin derrière la consommation de riz et de pâtes. Alors, je m'adresse à vous, Monsieur Mélenchon, qui aimez le quinoa. C'est un peu un dilemme pour vous, non? Qu'est-ce que vous préférez faire? Acheter du quinoa français? Alors là, c'est très bien, ça fait vivre les producteurs français. Ou l'acheter au Pérou ou en Bolivie, mais il y a une forte trace carbone. Mais si vous l'achetez en France, eh bien, vous mettez en péril la survie de ces petits cultivateurs andins. Qu'est-ce que vous faites, Monsieur Mélenchon? J'évite de me poser des questions piégées. Non, c'est pas une question piège. Non, je ne dis pas que vous cherchez à me piéger, mais c'est absurde. C'est un vrai dilemme, en tous les cas. Mais non, c'est pas un dilemme. Alors, vous faites quoi? On mange le quinoa qui est produit le plus proche de chez nous, parce que il y a le quinoa, il y a l'épeautre aussi, parce que ça se cultive beaucoup en France, parce que c'est comme ça et qu'on veut tout relocaliser. Tous ces petits cultivateurs qui avaient signé du commerce équitable pour le vendre parce que les Occidentaux... Voilà, c'est ça, la Remonica por Dios. Oui, mais au lac Titicaca, vous ne pouvez pas vendre des centaines de kilos de quinoa. Mais ils trouveront, ils se sont passés de vous pendant 500 ans pour survivre, d'accord, y compris quand on les maltraitait et qu'on les esclavagisait. Croyez-moi, si on les embête pas trop, dans 500 ans, ils y seront encore. Mais vos amis bolivaristes d'Amérique du Sud, ils vont pas aimer que vous n'achetiez pas, que la France n'achète pas et fasse un boycott. Vous là maintenant, en plus syndicaliste des Bolivariens, j'ai rien compris. Non, la Bolivie, me lancez pas sur la Bolivie, parce que je vais expliquer que le problème, c'est pas le quinoa en Bolivie, c'est la dégradation. Non, mais restons sur le quinoa. Non, mais justement... Si la Bolivie va mal climatiquement, c'est parce qu'elle manque d'eau, et si elle manque d'eau, c'est parce qu'il y a un changement climatique, et parce que le cycle de l'eau est pourri partout. Pourquoi? Parce qu'on fait une agriculture irresponsable. Donc l'agriculture responsable, d'abord, elle relocalise ses productions. Nous avons besoin de manger moins de viande. Donc il nous faut des protéines, donc nous devons prendre des protéines végétales. Donc nous mangeons du quinoa ou de l'épeautre. Voilà, point. Et moins ils voyagent, mieux on se porte. Il y a 20 ans, à une réunion comme celle-là, j'aurais dit on va manger du quinoa, vous m'auriez hurlé de rire dessus, moi aussi d'ailleurs peut-être. J'aurais dit c'est pas possible, c'est un truc exotique. Mais regardez, maintenant on en mange même, on en fait des gâteaux d'apéritif. Goûtez-moi. Ah oui, mais je connais ça. Dites-nous si c'est bon. Alors ça c'est au quinoa. Et c'est sans doute mieux pour lutter contre la malbouffe. C'est clair, c'est clair. La malbouffe, vous connaissez le bilan, quoi. Il y a une épidémie d'obésité, on regarde ailleurs. Vous faites une loi contre la malbouffe. Il y a une épidémie de diabète, on regarde ailleurs. Vous, président, vous faites une loi contre la malbouffe? Ah ben c'est clair. Il faut éradiquer la malbouffe. Oui, on est très préparés. Contre le sel, contre le gras, contre le sucre. Oui. Le sucre, je vais pas vous saouler maintenant, mais c'est un renversement dans l'histoire qui est extraordinaire. Avant, le gars ou la fille qui courait partout pour attraper 2-3 rayons de miel, ça lui a amélioré ses performances, il survivait, il avait plus d'enfants, c'est l'origine de l'humanité. Donc nous aimons le sucre à cause de ça. Et maintenant, notre amour pour le sucre se transforme de élan sélectionné par l'évolution comme une qualité en un élan morbide. On en mange des quantités mais absolument inouïes et qui nous condamnent à mort. Alors, c'est le diabète et le reste. Donc, il faut prendre... Et c'est pour ça que j'ai dit, je veux un ministère de la production alimentaire. Et le ministère, ou un haut commissaire, peu importe, ce ministère-là, il fonctionnera assez directement avec le ministère de la Santé. Il faudra que sans arrêt, on passe de l'un à l'autre pour dire ça oui, ça non, ça c'est une erreur, ça on pense que c'est bien. Et ça ne sera pas si long que ça. Les Français, ce qu'ils ont d'extraordinaire, on n'arrête pas de se moquer de ce peuple parce que on nous montre du doigt comme si on était, je sais pas quoi, c'est l'Europe du Sud, quoi. Alors l'Europe du Nord, ils ont, avec leur grosse bouille, là, ils sont très contents d'eux. Hein. Ils oublient seulement que toute la richesse de l'Europe se produit au Sud et pas au Nord. Bon, mais
Alors on nous regarde. Mais les Français, ils sont extraordinaires. Quand ils se donnent un but, ils y arrivent. Alors on fait des fusées, on fait des avions, on fait des bombes, on fait des... Donc on peut le faire dans l'alimentaire, c'est ce que vous nous dites et on tout à va le fait. faire en 2 temps. Et vous n'avez pas connu la période du remembrement. Les paysans venaient avec des fourches parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les remembre. J'ai mal connu. Voilà. Mais vous nous parliez du sucre il y a quelques instants, Jean-Luc Mélenchon. Oui. Le sucre, vous nous en parliez là. Alors on va passer au dessert, c'est le péché mignon. Et oui, Brigitte, voici le temps du sucré que n'aime pas trop Monsieur Mélenchon, avec une douceur fraîche et parfumée. Une salade de clémentine à la fleur d'oranger. Là, on retrouve Monsieur Mélenchon un peu vos racines marocaines et l'influence de la fameuse salade d'orange, un dessert emblématique de cette cuisine nord-africaine, avec cet indicible, cet extraordinaire parfum de la fleur d'oranger. Alors, c'est un souvenir d'enfant, cette salade pour vous, Jean-Luc Mélenchon? Comme toutes ces choses, oui. Tout ce qui vient de la Méditerranée... On oublie pendant un moment de sa vie, vous savez, j'ai beaucoup bourlingué. Ça m'a fait d'être de nulle part et de partout en même temps. Mais après, bon, vous voyez qu'il y a des choses qui vous restent parce qu'elles vous ont marqué au moment où vous construisez. Bon, le sucré, moi, j'ai rien contre. Qu'est-ce que vous faites dire ? Non, j'ai dit que vous n'aimiez pas... Non, vous avez raison, c'est une drogue. Ouais, c'est une drogue, il faut faire attention. C'est pas très sucré, d'ailleurs. Ouais, regardez, là, vous avez une histoire à la Guadeloupe et la Martinique. Tout ce qui arrive là-bas est plus sucré qu'ailleurs. C'est insupportable, quoi. Bon, bref. Et là, je vais vous dire aux gens qui me regardent manger ça, elle a un petit chouïa qui est pas trop acidulé. Alors, c'est pas de la mandarine corse qu'on est en train de manger là, parce que la mandarine corse, elle est un peu acidulée, qui fait qu'elle est assez... Donc ce serait de la clémentine espagnole ou marocaine? On va voir, je sais pas. Alors j'en suis pas à ce point-là. Je connais un gars qui est capable de reconnaître en buvant un verre d'eau quelle est la marque, mais pas moi. Donc là, je sais pas. Mais il y a la fleur d'oranger qui sublime absolument tout. Vous mettez de la fleur d'oranger dans n'importe quel dessert sucré, ça y est, quoi. Donc ça, c'est vraiment les racines de votre enfance. Vous nous disiez... J'en sais rien, moi, les racines, tout le monde me saoule avec cette histoire. Ah oui, mais quand même, la fleur d'oranger, vos racines marocaines, non, rien à voir. Si, bien sûr, mais je veux pas être un propagandiste de la tradition. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans en politique, qui pensent que le futur est un passé toujours recommencé. Alors on dit dans les racines où ça pousse, madame? Dans le noir, dans le profond, d'accord? Et puis de l'autre côté, il y a le feuillage, côté lumière. Moi, je suis côté feuillage plutôt que côté racine. Alors je me nourris, bien sûr. Non, bien sûr que l'Afrique du Nord, c'est super important pour moi. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Oui, ma ville, Tanger. Il n'y a qu'un endroit au monde qui est comme ça. Comme vous me voyez, moi, je suis Tanger. Un côté de moi, c'est la Méditerranée. Et l'Atlantique. Faussement bienveillant. De l'autre côté, c'est l'Atlantique. Les rouleaux terribles, d'accord? Et tout ça arrive au Cap Spartel. Et c'est là qu'est passé... C'est le Djebel Tariq, on traverse, et de l'autre côté, la civilisation est échangée. Bref, c'est un lieu unique au monde. Alors, pour revenir à ce qu'on mange là, donc c'est superbe. Clémentine, ouais. Bravo. Ça vous plaît? Mais alors, ce qu'il va y avoir, là, on va faire un peu à nouveau de la politique. Tout est politique, tout est social. C'est pour ça qu'on fait cette émission, parce que dans notre assiette, il y a de la politique, effectivement. Ben parce que, vous voyez, le changement climatique, il va même changer les appellations contrôlées. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de la mandarine corse, il y a un instant. Elle a des caractéristiques uniques et spécifiques de la mandarine corse. C'est pour ça qu'elle est bonne, c'est parce qu'elle est corse, au sens de, elle est faite comme ci et comme ça. Le changement climatique va diminuer la part d'acidité qu'elle contient. Et donc, ça ne sera plus la même. Donc, des tas de choses vont changer dans ce que nous avons l'habitude en plus des dégâts qu'il va y avoir, mais aussi notre rapport à des choses très simples. Manger un fruit, un légume, ils vont changer de goût, certains vont disparaître. C'est bon pour le vin, Brigitte connaît bien ça aussi, c'est le vin, le goût du vin. Alors vous aimez beaucoup le vin, on va le faire comme fait votre collègue là. Bon, vous qui buvez, qu'est-ce que vous... Non. Vous qui n'aimez pas le sucre. Bon. Elle s'y connaît. Non mais, alors, moi, dans tout ça, c'est le moment délicat de la civilisation humaine. Tout à l'heure, je vous ai donné un chiffre, j'espère que vous êtes rappelé, vous savez, sur la Terre, etc. Bon, 3 milliards et 50 ans. Ouais, 3 milliards et demi et 50 ans de l'autre. Moi, ça m'a scié quand j'ai entendu ça. Et c'est pareil pour tout ce que nous allons manger. Tout ça va changer en très peu de temps. Et il va falloir qu'on modifie et ça va passer dans nos mœurs. Comportement alimentaire, finalement. Oui, mais vous allez voir, le comportement alimentaire, ça passe dans la musique, ça passe dans la poésie, ça passe dans la danse, parce que plein de danses sont juste des reproductions de certains actes de la culture agraire. Et on parlait à l'instant du vin. Vous savez que les victoires sont souvent symbolisées par une boisson. Alors on va vous demander, vous, quand vous gagnez, eh bien, qu'est-ce que vous avez envie de boire? Est-ce que vous buvez volontiers une coupe de champagne, un verre de vin, blanc ou rouge, une bière, un jus de fruits? La vraie vie. La vraie vie, vous, Jean-Luc Mélenchon?
Alors, normalement, moi, je devrais boire un coup de vin blanc du Jura, à cause du goût de pierre à feu. Mais comme c'est une pratique quasi rituelle, faut ouvrir la bouteille, il faut qu'elle ait le temps d'oxyder, faut réfléchir, faut manger un petit bout de comté avant ou un bout de noix. Bon, ça prend du temps. Donc, dans la vie ordinaire, quand on a fait un super beau meeting, ou quand ça se passe pile poil comme prévu, alors on amène un petit coup de rouge, petit, comme dirait Caténins, qui ne boit rien. De quelle région? Ah, le Saint-Amour. Le Saint-Amour. Parce que c'est celui, peut-être c'est mes papilles qui sont comme ça, mais c'est celui dont j'arrive le plus à goûter les fruits. Mais longtemps, j'ai été Bordeaux, parce que j'ai eu un patron qui m'avait bien dressé. Il m'avait dit, dans la vie, il y a deux choses, le Bordeaux et le liquide. Donc, c'est comme ça, la vie était résumée, et j'étais sur le Bordeaux. Mais je suis passé au Saint-Amour. Je voudrais quand même vous dire, je ne sais pas à quel moment cette émission termine, mais on n'a pas pris on aurait pu prendre de la volaille, on aurait pu prendre plein de choses. Tout à l'heure, je vous parlais des mandarines qui changent de goût. Regardez, l'autre jour, je vois le papier qui me passe sous le nez. 70% des oiseaux sont des volailles d'élevage sur cette terre. 70%. 80% est rayé de la carte. Ben, la biodiversité a été décimée. Mais bon, moi, ça me consterne. J'ai une petite fille, je me dis, mais dans quel monde elle va vivre? Alors, j'ai un bout de terrain là-bas, dans le Loiret. J'ai une résidence, comme beaucoup de gens qui ont mes moyens. J'ai une maison de campagne. Et je passe mon temps à me dire, mais est-ce qu'il y a des papillons cette année? Parce qu'on m'a dit, si tu as des papillons, t'es bon, c'est pas tout pourri. Alors, oui, il y a des papillons pour l'instant. J'ai même planté un arbre à papillons pour être sûr qu'ils viennent tous là et que je vois à quoi ils ressemblent. Mais quel drôle de monde ça fait. Alors, dépêchez-vous de bien manger, là, pendant que vous pouvez encore le faire, parce que bientôt... ça sera peut-être des pilules. Hein, alors, on va se quitter en musique, Jean-Luc Mélenchon, et vous avez choisi une musique qui symbolise pour vous la victoire. On l'écoute ensemble. C'est drôle. Vous avez entendu, c'est drôle. Bon, on s'attend pas. On entend la trompette. Oui, j'ai découvert ça il y a à peu près un an. Donc, de temps à autre, je m'en mets une petite giclée avant un moment où il faut y aller. Ça vous donne la pêche? Oui, d'abord, j'ai demandé ce que c'était. Et d'où ça sortait, parce que c'est un peu marrant quand même. Et c'est une musique qui a été composée pour entrer dans Strasbourg libéré. Donc, la défaite des nazis. Et bon, inutile de vous dire que moi, ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Vous le savez, je porte ce triangle rouge à cause de ça. Mais ça renvoie encore au pied noir que je suis. Parce que la deuxième DB, qui s'est fait le serment de finir chez Hitler, était composée de soldats européens et de soldats maghrébins, dont on dit beaucoup de mal aujourd'hui du fait de leur religion. Mais vous avez des images extraordinaires de... La deuxième DB a été la première unité d'armée alliée qui est entrée dans le nid d'aigle d'Hitler. Alors ce truc, ces types là-bas, au fond là-bas, qui décident qu'ils finiront, ils sont rien, une poignée, c'est des clochards héroïques, avait dit Malraux, ce sont des Européens, des chrétiens, des juifs, des musulmans, ils sont tous drapeau et musique en tête tricolore, liberté, égalité, fraternité, et voilà. Et alors cette musique-là, pardon, j'en fais un peu beaucoup, mais je veux que ça parle. Parce que les gens vont dire, ah ben tiens, Mélenchon est une musique militaire, comme ça paraît bizarre. D'abord, j'ai jamais été anti-militariste, il y en a d'autres, hein, mais je respecte ça. Mais c'est pas mon fond culturel à moi. Donc cette musique, si je suis élu, je pense qu'on la jouera assez souvent. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation dans Candidat à table cette semaine spéciale présidentielle.